Charles Bronson, une figure légendaire du cinéma mondial depuis plus de 40 ans, a apporté une présence redoutable à l'écran avec ses traits rugueux et sa forte stature. Il a joué sans effort des personnages d'une résolution inébranlable dans des films emblématiques tels que Les 7 mercenaires, La Grande Évasion, Les 12 salopards et Un justicier dans la ville. 21 ans après la mort du légendaire acteur, sa fille partage maintenant plus d'informations le concernant. De ses traits de personnalité uniques aux relations qui l'entouraient, tout sera révélé ici même. Commençons par les caractéristiques distinctives de cet acteur talentueux. La persona du dur à cuire. Le nom de Bronson est devenu synonyme de violence. Bronson n'était pas seulement dur à l'écran, il avait aussi une réputation en dehors des plateaux. Certaines personnes disaient même que son visage racontait des histoires de temps difficiles et de violence. Quand il était jeune, il se retrouvait souvent dans des bagarres, menaçant les gens et allant même jusqu'à casser le bras d'un sergent lors d'une rixe. Une fois, il s'est même disputé avec un réalisateur à propos d'une scène, laissant le pauvre homme à bout de souffle. Il n'est donc pas surprenant que lorsqu'un dur à cuire comme Michael Gordon Peterson, mieux connu sous le nom de prisonnier le plus notoire de Grande-Bretagne, ait eu besoin d'un nouveau nom en 1987, il ait choisi Charles Bronson. Ce nom portait un sérieux poids à l'époque. Lorsque le magazine Esquire a cité Bronson disant qu'il abattrait quiconque oserait faire du mal à sa famille, cela a fait beaucoup de bruit. Même Johnny Carson, le célèbre présentateur de télévision, n'a pas pu s'empêcher de poser des questions à Bronson à ce sujet. Bronson n'a pas tourné autour du pot, il a simplement répondu « Parce que c'est ce que j'ai dit ». Bronson n'était pas exactement le meilleur ami de la presse, il trouvait leurs questions trop intrusives à son goût, de même que les critiques de cinéma. Il n'avait pas beaucoup d'amour pour eux non plus. Selon lui, il ne payait même pas pour voir les films qu'il critiquait. Roger Ebert, un célèbre critique, l'a une fois interviewé et a remarqué quelque chose d'intense dans les yeux de Bronson, laissant entendre une capacité à la violence lorsqu'il s'agissait de traiter avec des personnes qui le contrariaient. Bronson ne retenait rien. Il s'est disputé avec Nicholas Gessner, le réalisateur d'un film sur lequel ils ont travaillé, et Bronson n'a pas mâché ses mots. Il a ouvertement critiqué Gessner, plaisantant même sur le fait de le secouer sérieusement. Ireland, sa femme, connaissait son tempérament explosif et en riait lors d'une émission de télévision. Certains des incidents violents de Bronson en dehors des plateaux Bronson n'étaient pas timides à propos de ses conflits avec les réalisateurs non plus. Il trouvait la plupart d'entre eux difficiles à travailler, citant ce qu'il appelait « les absurdités d'Hollywood ». Sa réputation de perdre son sang-froid sur le plateau n'était pas un secret. Les réalisateurs qui croisèrent Bronson avaient souvent des anecdotes amusantes à partager sur leur rencontre avec cet acteur dur à cuire. Don Siegel, qui a dirigé Téléphone, a raconté un incident amusant impliquant Lee Remick, qui avait peur de toucher le visage de Bronson dans une scène parce qu'elle pensait qu'il pourrait la mordre. Dans le film de Walter Hill, Les Durs, Bronson a joué un combattant impitoyable pendant la Grande Dépression aux côtés de sa femme, Ireland. Hill se souvenait de la forme physique impressionnante de Bronson pour son âge, bien que son endurance ait souffert en raison de son habitude de fumer. Il y avait une certaine tension concernant le montage des scènes d'Ireland, mais Hill et Bronson ont finalement trouvé un terrain d'entente montrant le tempérament changeant de Bronson. Sean Penn, qui a dirigé Bronson dans Le coureur indien, a découvert de première main les préférences de Bronson pour son personnage. Bronson était réticent à l'idée de voir son personnage mourir à l'écran, craignant que cela ne déçoive ses fans italiens. Même Billy Crystal a eu une rencontre intéressante avec Bronson lorsqu'il lui a envoyé le script de La vie, l'amour, les vaches. Bronson l'a appelé, furieux, parce que son personnage mourait dans le scénario. Il a rappelé à Crystal que Charles Bronson ne meurt pas dans les films, faisant référence à sa célèbre série Un justicier dans la ville. Le dur à cuire avait aussi des craintes.
Comme tout être humain, Bronson avait ses propres peurs auxquelles il restait toujours prudent. Avant d'entrer dans ses peurs, saviez-vous que ces histoires sauvages étaient fausses? Bronson avait l'habitude de raconter des histoires exagérées sur son passé, donnant l'impression qu'il était même violent en dehors des plateaux. Il parlait de bagarres et de sa maîtrise du lancer de couteau, mais il s'avère que ces histoires n'étaient pas exactement vraies. Il semble qu'il essayait juste de se rendre plus intéressant. Il n'a jamais réellement fini derrière les barreaux, et les gens qui le connaissaient en dehors des plateaux disaient qu'il n'était rien de tel que les personnages violents qu'il jouait dans les films. Il ajoutait simplement un peu de piquant à sa propre légende. Maintenant, on le trouve toujours arrogant à cause de ses habitudes. Mais il y a une histoire encore plus intéressante derrière cela. De son vivant, Bronson avait une curieuse habitude. Il ne serrait pas la main des gens. Certains pensaient qu'il était juste trop fier, mais la vraie histoire est assez différente. Bronson avait en fait peur de tomber malade. Donc, il évitait les poignées de main pour éviter les germes. Certains pensent même qu'il pouvait avoir un peu de TOC, mais ce n'est qu'une autre hypothèse. Bronson avait une autre peur qui l'a accompagné toute sa vie. Cette peur était le feu. C'était très important pour lui. Cela influençait sa manière de vivre. Comme lorsqu'il tournait Un justicier dans la ville en 1974, Bronson s'assurait qu'il restait dans des hôtels avec des chambres n'excédant pas le 2e étage. Pourquoi? Eh bien, il était résolu à s'assurer que s'il y avait un incendie, ils pourraient tous sortir sains et saufs. N'est-ce pas drôle? Bronson aurait pu jouer les durs dans les films, mais au fond de lui, il avait ses inquiétudes comme tout le monde. En fait, il était plus sensible que beaucoup ne pouvaient le réaliser. Il aimait peindre et sculpter pendant son temps libre. Vous ne vous y attendriez peut-être pas, mais il préférait même parler de ses peintures plutôt que de son jeu d'acteur lors des interviews. Et tenez-vous bien, il ne voulait pas que les gens achètent son art juste parce qu'il était célèbre. Alors, il peignait sous son vrai nom, Bukinski, pour garder son identité secrète. Et devinez quoi? Ses peintures se vendaient bien par leur propre mérite. La vie privée des acteurs a toujours été un sujet recherché. Sa fille nous a fourni des informations précieuses sur la vraie vie de Bronson en dehors de l'écran. Pensez-vous que sa vie ressemblait au personnage qu'il incarnait dans ses films? Continuons à découvrir. Mariage, grande confirmation et fortune de Bronson. Malgré son interprétation dure, tourner ses scènes dans les tunnels a dû être assez difficile pour lui. Pourtant, il a persévéré. Et devinez quoi d'autre s'est passé pendant le tournage de La Grande Évasion? Bronson est tombé éperdument amoureux d'une charmante actrice nommée Jill Ireland, qui était déjà mariée à David McCallum. Bronson a même plaisanté avec McCallum à propos d'épouser sa femme, mais cela s'est avéré être plus qu'une simple blague. Il a fini par épouser Ireland. Pendant que toute cette excitation se déroulait, le premier mariage de Bronson avec Harriet s'effondrait. Ils ont finalement divorcé en 1965. Au moment où Bronson a épousé Ireland en 1968, les gens le connaissaient déjà bien. Même si les scénarios de ses films n'étaient pas toujours de première qualité, la plupart des gens étaient d'accord pour dire que Bronson mettait toujours du sien sur l'écran. Les fans du monde entier étaient fous de Bronson, surtout au Japon, en France et en Italie. Ils lui avaient même donné un surnom en Italie, Il Bruto, ce qui signifie le lait. Ireland n'y voyait aucun inconvénient. Elle voyait quelque chose de spécial en Bronson, un mélange de tendresse et de rudesse qui l'attirait vers lui comme un aimant. Charles Bronson avait en fait plusieurs enfants, Zuleika Bronson, Tony Bronson, Suzanne Bronson et Katrina Holden Bronson. Cependant, Katrina a confirmé qu'elle avait en réalité été adoptée et n'était pas sa fille biologique. Malgré cela, elle a réussi en tant que réalisatrice de films. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la somme d'argent qu'il avait. Bronson était astucieux avec ses contrats, il s'est donc retrouvé avec beaucoup d'argent, environ 75 millions de dollars en argent d'aujourd'hui. Il possédait toutes sortes de biens, des manoirs aux fermes. Et vous savez ce qui est touchant? Parmi toute cette richesse, la chose la plus précieuse qu'il a laissée derrière lui
était une peinture appelée Scooptown, qui était la propriété de Harriet, un souvenir de son passé qu'il chérissait. Bronson et Kurt Russell. Permettez-nous de partager une histoire émouvante sur Bronson et un jeune Kurt Russell. Russell n'avait que 12 ans lorsqu'il a joué aux côtés de Bronson dans un film. Quand il a découvert que c'était l'anniversaire de Bronson, il a décidé de le surprendre avec un avion télécommandé. Mais la réaction de Bronson n'était pas celle à laquelle Russell s'attendait. Il semblait un peu distant au début. Mais ensuite, quelque chose de merveilleux s'est produit. Quelques mois plus tard, pour l'anniversaire de Russell, Bronson lui a offert un skateboard haut de gamme. Et lorsqu'un agent de sécurité a essayé d'empêcher Russell de l'utiliser sur le lot du studio, Bronson ne l'a pas toléré. Il s'est dirigé droit vers le patron du studio avec Russell à ses côtés, déclarant « Nous allons tous les deux faire du skateboard sur le lot. » Maintenant, n'est-ce pas un exemple touchant de gentillesse et d'amitié? Défi de santé et mort. En effet, il était un homme qui ressentait profondément et a enduré sa part équitable de difficultés, y compris la perte tragique de sa deuxième épouse bien-aimée. 8 ans après l'avoir perdue, il a retrouvé l'amour avec Kim Michelle Weeks, une actrice plus jeune. Elle a été là pour lui jusqu'au bout. Bronson a eu quelques problèmes de santé, comme avoir besoin d'une nouvelle hanche à un moment donné. Finalement, il a décidé de prendre sa retraite de la comédie en raison de sa santé. Il est décédé en 2003 à l'âge de 81 ans des suites de problèmes respiratoires et d'un cancer du poumon. Bien que la pneumonie et la maladie d'Alzheimer aient été mentionnées comme des facteurs contributifs à sa mort, aucune n'est mentionnée sur son certificat de décès. Au lieu de cela, le certificat attribue son décès à une insuffisance respiratoire et à un cancer du poumon métastatique, avec une maladie pulmonaire obstructive chronique et une cardiomyopathie congestive répertoriée comme cause secondaire. Il a été enterré au cimetière de Brownsville à West Windsor, Vermont. À son décès, le critique de cinéma Stephen Hunter a réfléchi à la présence de Bronson, le décrivant comme une figure qui dégageait la force de vie masculine, la dureté stoïque, la capacité, la force. Il a noté la capacité de Bronson à projeter un charisme ambigu, laissant les spectateurs se demander s'il était un homme laid beau ou un beau homme laid. Hunter a observé que Bronson, bien qu'il n'ait pas atteint la grandeur en tant qu'acteur, avait un don pour dominer discrètement les scènes. Il a décrit Bronson comme un homme qui ne se plaignait jamais ou n'abandonnait jamais, mais qui bouillonnait plutôt de ressentiment de classe tout en faisant le travail sans attendre de remerciements. Hunter a conclu que la noblesse de Bronson était d'autant plus évidente pour n'avoir jamais eu besoin d'être exprimée en mots. On peut dire que Charles Bronson est indissociable de Un justicier dans la ville. À travers ce film, sa fille a partagé des idées pour souligner son adaptation parfaite au rôle de Paul Kersey, un architecte à succès. Controverse autour de Un justicier dans la ville. Michael Winner pensait que Charles Bronson était le choix idéal pour le personnage principal, un homme cherchant à se venger de la tragédie de sa famille. Bronson avait cette vibe intense que Winner croyait parfaitement adaptée au rôle. L'un des personnages aux côtés de Bronson était interprété par le jeune Jeff Goldblum. Maintenant, avant que Bronson n'accepte le rôle, il a été refusé par de grands noms comme Clint Eastwood et même Frank Sinatra. Henry Fonda a également refusé, le qualifiant de carrément répulsif. Mais lorsque Bronson a été approché, il était tout à fait partant. Bronson, dans son style de dur à cuire habituel, aurait supposément dit « J'aimerais le faire ». Et lorsque Winter lui a demandé s'il parlait du film, la réponse de Bronson était classique. « Non, j'aimerais tirer sur les agresseurs ». Vous vous demandez peut-être maintenant si Bronson était d'accord avec le thème controversé du film? Eh bien, son agent Paul Conner ne pensait certainement pas que c'était une bonne idée. Il a averti Bronson des risques, craignant que le film ne véhicule un message erroné sur le fait de rendre justice soi-même. Mais Bronson était ferme dans sa conviction que le message du film portait sur les dangers de la vengeance. Il croyait que œil pour œil, dent pour dent, rendrait le monde entier aveugle, vous voyez, et c'était sa devise.
Un justicier dans la ville est sorti en salle le 24 juillet 1974. Il a coûté 3,7 millions de dollars à produire, mais il a rapporté gros environ 22 millions de dollars au box-office. Incroyable, non? Maintenant, Un justicier dans la ville était basé sur un livre de 1972 écrit par un certain Brian Garfield. Il n'était pas trop ravi de la façon dont ils avaient choisi Charles Bronson pour le rôle principal, nommé Kersey. Garfield pensait « Oh, dès que vous voyez Bronson, vous savez qu'il va commencer à tirer dans tous les sens. » Mais devinez quoi? Garfield voulait à l'origine que le film soit réalisé par Sidney Lumet, avec Jack Lemmon dans le rôle principal des suites de Un justicier dans la ville. Jack Lemmon aurait-il été mieux adapté au rôle? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Le réalisateur Michael Winner n'a pas été très gentil envers le livre de Garfield. Il a dit qu'il n'avait vendu que 3 exemplaires et qu'ils avaient probablement été achetés par la mère de Garfield. Winner a été plutôt direct en disant « Allez Garfield, pensiez-vous écrire un conte de fées? C'est une histoire sur un type qui va tuer des gens. » Après le succès du premier film, Un justicier dans la ville, ils n'ont pas pu résister à l'envie d'en faire plus. Charles Bronson a joué Kersey, non pas 1 fois ni 2, mais 5 fois. Ils ont continué à faire des suites en 1974, 1982, 1985, 1987 et enfin en 1994. Mais l'auteur du livre original, Brian Garfield, n'était pas trop content. Il pensait qu'il ne faisait que montrer les talents d'acteur de Bronson, qu'il ne trouvait pas particulièrement impressionnants. Il est même allé jusqu'à dire que les suites n'étaient que des plateformes pour la vanité de Bronson. Cependant, ces films n'ont pas simplement sombré dans l'oubli. Ils ont continué à susciter la controverse. Par exemple, en 1984, Bernard Goetz a abattu 4 jeunes hommes noirs dans un train de New York, ce qui lui a valu le surnom de « vigilant du métro ». Lorsqu'on a demandé au réalisateur de « Un justicier dans la ville », Michael Winner, ce qu'il pensait de cet incident, il a fait une blague plutôt gênante. Il a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que M. Goetz a fait, mais bon, s'il doit tirer sur quelqu'un dans le métro, pourquoi pas pendant notre première ?» Ce n'était certainement pas la chose la plus sensible à dire. Mais cela devient encore plus étrange. En 2015, Donald Trump, l'ancien président, a mentionné un justicier dans la ville lors d'un de ses rassemblements. Il s'est vanté d'avoir un permis de port d'armes et a déclaré que si quelqu'un l'attaquait, il les abattrait. La foule a même commencé à scander le nom de Bronson. Trump a ensuite déclaré qu'il ne pourrait pas faire un justicier dans la ville aujourd'hui parce que ce n'est pas politiquement correct. Accrocher le chapeau de vigilant. Après tous ces films Un justicier dans la ville, Bronson a enfin pris sa retraite de ses rôles de justicier en 1994. Cependant, il n'a pas pris sa retraite de la comédie totalement. Il est apparu dans une série de téléfilms intitulée La famille du flic. Les personnages de Bronson étaient toujours du genre fort et silencieux, laissant leurs actions parler d'elles-mêmes. Ce n'était pas seulement une coïncidence. Bronson lui-même préférait laisser ses actes parler, surtout qu'il gagnait en influence dans l'industrie. Il n'était pas du genre à s'engager dans des bavardages inutiles. En fait, il ne pouvait même pas se résoudre à regarder ses propres films. Mais voici la surprise. Imaginez être si célèbre qu'ils font un film sur votre vie. En 1990, lorsque sa femme, Jill Ireland, est décédée après avoir combattu le cancer, ses mémoires ont été adaptées en film. Jill Clayburgh a incarné Ireland et Lance Henriksen a joué Bronson. On pourrait penser que la plupart des gens seraient touchés par un tel hommage, n'est-ce pas? Eh bien, pas Bronson. Il était carrément contrarié à ce sujet. Il a même évoqué la possibilité d'intenter une action en justice contre les cinéastes. Ici, la dureté de Charles Bronson à l'écran semblait déborder dans sa vraie vie également. Revenons aux premiers jours de sa carrière d'acteur. Le parcours de Bronson dans le monde d'Hollywood a commencé à éclore dans les années 1950. Son dévouement et sa capacité à se plonger dans les rôles ont été les facteurs qui l'ont mené au succès, a partagé sa fille.
Alors revenons sur toute sa carrière depuis ses premiers pas à Hollywood. Premier rôle d'acteur. Dans les premières étapes de sa carrière, Bronson était crédité en tant que Charles Buczynski. Son premier rôle au cinéma, bien qu'il ne soit pas crédité, était en tant que marin dans le film de 1951 « Tu es dans la marine maintenant », réalisé par Henry Hathaway. Il est également apparu dans La Foule et Les Hommes de l'Ombre, tous deux en 1951, et réalisé par John Sturges. En 1952, Bronson a joué dans plusieurs films, dont Les Fauves de Broadway, Zone de combat, Pat et Mike, et bien d'autres encore. Il a également fait des apparitions à la télévision, boxant avec Roy Rogers dans Knockout et apparaissant dans des épisodes de The Red Skelton Show et Beef Baker USA. En 1953, Bronson a joué Igor dans le film d'horreur La Maison de cire, réalisé par André de Toth. Il a suivi un cours de langue des signes pour se préparer à son rôle de muet. Le film a été un succès commercial et a été sélectionné pour être préservé dans le registre national du film en 2014. La même année, il est apparu dans Le Clown et Interdit aux hommes. En 1954, Bronson a joué dans Le Cavalier traqué, Vague de crime, Vera Cruz et Battleground. En 1955, Bronson a joué dans Objectif Zéro, Big House, USA et Jubal. Il est également apparu dans un épisode de la série dramatique d'anthologie Dupont Cavalcade Theater. En 1956, il a joué dans La Flèche brisée de Sam Fuller et a commencé à apparaître dans Alfred Hitchcock présente. Il est également apparu dans la série western Colt 45 et le drame criminel Le Shérif de Cochise. En 1957, Bronson est apparu dans L'homme à la carabine et Bonjour Janie. Il a également joué dans le biopic Kelly l'implacable et Duel dans la boue. En 1958, Bronson a joué dans La guerre des gangs et Un homme appelé Caméra, où il jouait Mike Kovac, un photographe de crime freelance combattant à New York. Il est également apparu dans La loi du Colt et dans un épisode de Les aventuriers du Far West. Bronson en tant que star du cinéma. Monsieur Bronson ne correspondait pas tout à fait au moule du héros typique de son époque, comme les types élégants à la Cary Grant. Non. Il a même dit que sa voix était si particulière qu'il ressemblait plus à une carrière qu'à un héros. Dans ses débuts à Hollywood, il n'a pas beaucoup attiré l'attention. Vous avez peut-être remarqué sa présence dans des films, mais il n'occupait pas les premiers rôles. En 1954, après avoir joué dans un film appelé Tambour battant, aux côtés d'Alan Ladd, il a changé son nom de famille de Buczynski en Bronson pendant les audiences du Comité des activités anti-américaines, UAC, sur les conseils de son agent. Pourquoi ce changement, me demanderez-vous? Eh bien, à cette époque, il y avait une grande peur du communisme, dirigée par un homme nommé le sénateur Joseph R. McCarthy. M. Bronson pensait qu'il serait prudent de se débarrasser de son nom de famille qui sonnait russe, étant donné les préoccupations régnantes concernant le communisme. Ainsi, il est devenu Charles Bronson, un nom qui allait bientôt devenir synonyme de Hollywood. Cependant, il ne jouait pas toujours dans des films à gros budget. En fait, l'une de ses premières œuvres était un film appelé Machine Gun Kelly, réalisé avec un budget très serré en seulement 8 jours en 1958. Et devinez quoi? Un célèbre acteur français nommé Alain Delon l'a vu et l'a tellement aimé qu'il a invité M. Bronson en France. Là-bas, il a joué dans un autre film appelé Adieu l'ami, qui est devenu un énorme succès dans toute l'Europe. Continuez à regarder pour découvrir la révélation intense récemment confirmée par sa fille. Mais, avant d'entrer dans les détails, parlons d'un de ses rôles mémorables qui était étroitement lié à sa vie réelle. En 1963, il a joué le lieutenant de vol Danny Tunnel King Walensky dans un film appelé La Grande Évasion. Danny était un expert dans le creusement de tunnels pour s'échapper des camps de prisonniers de guerre, même si cela le rendait claustrophobe.
Ironiquement, Bronson pouvait comprendre Danny car il avait ses propres expériences avec la claustrophobie. Vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale, Bronson a servi dans l'armée et il a également travaillé dans les mines lorsqu'il était enfant. Ces deux expériences l'ont laissé mal à l'aise dans les espaces restreints. En 1975, Bronson a joué dans 2 films réalisés par Tom Grease, Breakout et L'Express du colonel Von Ryan, un western adapté d'un roman d'Alistair MacLean, qui a été un échec au box-office. La même année, il a également joué dans le premier film réalisé par Walter Hill, Les rues de feu, où il incarne un combattant des rues de l'ère de la dépression, gagnant sa vie dans des combats illégaux à main nue en Louisiane. Le film a reçu de bonnes critiques et a été le 29e film le plus rentable aux États-Unis cette année-là, rapportant 5 millions de dollars au box-office. Roger Ebert a déclaré que c'est un film puissant et brutal contenant une performance de Charles Bronson définitive. En 1975, il faisait partie des nombreux acteurs à qui l'on a proposé le rôle principal dans Le Dernier des Géants, mais tous l'ont refusé parce que le personnage avait un cancer de la prostate. Bronson a atteint son apogée en tant que star du box-office en 1975, lorsqu'il a été classé 4e, derrière seulement Robert Redford, Barbra Streisand et Al Pacino. En 1976, Bronson a fait une comédie western pour UA, de midi à 3 heures, de Frank D. Gilroy. Aussi cette année-là, Bronson a fait St. Ives, son premier film avec le réalisateur J. Lee Thompson. En 1977, Bronson a joué dans Opération Entebbe d'Irving Kershner, où il a joué Dan Shomron. Le film télévisé de NBC était basé sur l'histoire vraie du raid sur Entebbe. Il a initialement reçu de bonnes critiques et a remporté le prix du meilleur téléfilm aux Golden Globe Awards. Également cette année-là, il a été réuni avec Thompson dans Le Bison Blanc, produit par Dino De Laurentiis pour UA. UA a également sorti Téléphone, réalisé par Don Siegel. Enfin, en 1977, Bronson a été annoncé comme la star de Le Souffle de la Tempête, 1980, mais n'est pas apparu dans le produit final. Dans les années 1970, le réalisateur Ingmar Bergman voulait faire un film avec Bronson, mais il l'a refusé, trouvant les œuvres de Bergman ennuyeuses. Bronson a passé une audition pour le rôle de Superman pour l'adaptation cinématographique de 1978, mais le producteur Ilya Salkind l'a refusé pour être trop terre-à-terre et a décidé de choisir Christopher Reeve. Bronson a ensuite fait 2 films pour ITC, Love and Bullets et Borderline. Il a retrouvé Thompson dans Cabo Blanco et a joué Albert Johnson dans La Traque, aux côtés de Lee Marvin. Entre 1976 et 1994, Bronson a touché de gros salaires pour jouer dans de nombreux films réalisés par de petites sociétés de production, notamment Cannon Film, pour qui certains de ses derniers films ont été réalisés. Bronson a touché 1,5 million de dollars de Canon pour jouer dans Un justicier dans la ville 2, réalisé par Michael Winner. Dans l'histoire, l'architecte Paul Kersey déménage à Los Angeles avec sa fille. Après qu'elle a été assassinée par plusieurs membres d'un gang, Kersey redevient un justicier. Le film a été un grand succès au box-office. Cannon Films a immédiatement engagé Bronson pour 10 heures pour mourir, où il joue un policier poursuivant un tueur en série. Le film marque la 4e collaboration entre Bronson et le réalisateur J. Lee Thompson. Le casting comprend Lisa Eilbacher, Andrew Stevens, Gene Davis, Geoffrey Lewis et Wilford Brimley. La vie précoce de Charles Bronson a été marquée par de graves défis qui ont influencé considérablement ses années ultérieures. Né dans une famille d'immigrants, il a dû commencer à travailler très jeune, ce qui l'a façonné en individu robuste tant dans la vie réelle que sur grand écran. Jeunesse de Charles Bronson. Bronson est né à Ehrenfeld, en Pennsylvanie, une ville minière de charbon dans les montagnes Allegheny, en Pennsylvanie. Il était le 11e enfant sur 15 nés de parents lituaniens.
Son père est décédé lorsqu'il avait seulement 10 ans d'une maladie pulmonaire contractée après des années de travail dans les mines. La vie était une lutte constante pour Charles et sa famille, avec des difficultés financières comme réalité quotidienne. L'éducation de Bronson a été marquée par l'absence d'anglais parlé à la maison, une expérience commune parmi les enfants en Pennsylvanie. Il a déjà partagé que son accent était si prononcé pendant son service militaire que ses camarades le prenaient pour un étranger. En dehors de l'anglais, il était couramment en lituanien, russe et en grec. Dans une interview de 1973, Bronson a réfléchi sur sa relation avec son père, admettant qu'il ne le connaissait pas assez pour déterminer s'il éprouvait de l'amour ou du ressentiment envers lui. Il se souvenait que chaque fois que sa mère annonçait le retour de son père à la maison, les enfants se cachaient. Après la mort de son père en 1933, lorsque Bronson avait 16 ans, il se retrouva à travailler dans les mines de charbon, gagnant à peine $1 pour chaque tonne de charbon qu'il extrayait de la terre. Bronson a commencé à travailler dans les mines de charbon, d'abord au bureau de la mine, puis dans la mine elle-même. Il travaillait souvent doublement pour gagner un maigre salaire hebdomadaire. Bronson a également raconté le travail périlleux qu'il et son frère accomplissaient en levant les souches entre les mines où les éboulements étaient fréquents. Ces 6 années lui ont laissé des mains usées par un travail incessant et des cicatrices sur les jambes et le torse qui refusaient obstinément de disparaître. Les nombreuses heures passées dans les tunnels sombres et exigus lui ont coûté cher, lui causant des maux de tête fréquents et une peur profondément ancrée des espaces confinés. « Je peux encore sentir le charbon dans mon nez », remarquait-il souvent, réfléchissant à ces moments difficiles. Jeter un coup d'œil sur la jeunesse de Bronson pourrait offrir un éclairage sur sa personnalité de dur à cuire. Les difficultés financières de la famille pendant la Grande Dépression étaient graves, Bronson se souvenant de nombreux cas de faim. Sa mère, incapable de se permettre du lait pour sa jeune sœur, lui donnait du thé chaud à la place. La pauvreté de la famille était si extrême que Bronson a dû une fois porter la robe de sa sœur à l'école, faute de vêtements adéquats. Malgré ces épreuves, Bronson est devenu le premier membre de sa famille à obtenir son diplôme d'études secondaires. Bronson a continué à travailler dans les mines jusqu'à ce qu'il s'engage dans l'armée de l'air des États-Unis en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme les histoires ont tendance à le faire, elles peuvent devenir déformées avec le temps. Plus tard, lorsqu'il a entamé une carrière d'acteur, on a prétendu qu'il avait été mitrailleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, un journaliste perspicace a creusé plus profondément et a découvert que M. Bronson avait en réalité suivi une formation de mitrailleur en Arizona et passait ses journées à conduire un camion de livraison pendant la guerre. Début de carrière, de la mine de charbon au théâtre. Après la fin de la guerre, M. Bronson ne s'est pas cantonné à une seule occupation. Non, il s'est lancé dans diverses entreprises. Il a posé des briques, travaillé comme cuisinier à la chaîne pour faire des hamburgers et même récolté des oignons à New York. Ensuite, il s'est rendu à Atlantic City, où il louait des chaises de plage le long de la promenade. Et devinez quoi? Le destin est intervenu lorsqu'il a croisé la route de certains acteurs en vacances de Philadelphie. Il les a persuadés de lui permettre de montrer ses compétences en peinture pour leur décor de scène. Ils ont été très impressionnés, et non seulement l'ont engagé, mais lui ont aussi offert une chance de se lancer lui-même dans le métier d'acteur. Maintenant, Bronson, qui avait initialement commencé comme peintre, a découvert quelque chose d'inattendu. Il a trouvé une passion nouvelle pour le métier d'acteur. En 1949, il a fait ses bagages et s'est rendu en Californie, où il s'est inscrit à des cours au Pasadena Playhouse pour perfectionner ses compétences d'acteur. Là, le jeune M. Bronson, âgé de seulement 27 ans, a été captivé par les charmes d'une jeune actrice en herbe de 18 ans nommée Harriet Tendler. Ils se sont mariés cette même année. Après un certain temps, il a commencé à décrocher des rôles mineurs dans des films. Il a incarné une variété de personnages, des durs, des bâtisseurs et même ces combattants bagarreurs que l'on voit à l'écran.
C'est tout ce que la fille de Bronson veut partager avec les fans à propos de son célèbre père. L'histoire de Charles Bronson est un rappel que peu importe à quel point une personne peut sembler dure, il y a toujours de la place pour l'amour et l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour rester à jour et en savoir plus sur vos célébrités préférées, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. On se retrouve là-bas.